Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end, j'espère qu'il fera beau chez vous, puisque le printemps arrive à grands pas, on commence à sortir de cet hiver froid, de stagnation, voire de stagflation qui peut durer des années pour le coup. On va parler aujourd'hui très psychologie au niveau des structures en W et en M-top, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait de ces structures chartistes ou graphiques, parce qu'on en parle énormément dans le Discord et dans les vidéos des rois du Bitcoin, mais au fond, qu'est-ce que ça représente d'un point de vue psychologique. On fera un petit peu un tour là-dessus. On parlera aussi des 4 sorcières, c'était hier puisque je posterai cette vidéo à 7h du matin, c'est clairement les expirations des options sur les indices, sur les actions et les contrats futurs notamment. Je n'y porte pas trop d'intention parce que dans l'expérience, même s'il y a des forts volumes d'activité sur les marchés financiers aux expirations de ces options-là, que ce soit les trous ou les 4 sorcières, on s'accorde à dire que il n'y a pas forcément de directionnel qui est pris lors de ces journées à fort volume, qui oblige tout simplement les market makers à faire des ajustements, soit à acheter, soit à vendre des options ou des actions pour pouvoir en fait rééquilibrer au niveau des dérivés, tout simplement. Donc j'y porte peu d'attention, beaucoup de mes confrères influenceurs y portent une attention particulière, mais notamment sur les marchés plutôt des actions traditionnelles, des indices, du forex et autres, et un petit peu moins dans le marché crypto, parce que nous, nos 4 sorcières ou nos 3 sorcières, c'est généralement les fins de trimestre, et particulièrement le 25 mars, on y reviendra très rapidement dans cette vidéo, par rapport à des fortes expirations, et on fera un tout petit relais par rapport à ça. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. On vient de dépasser les 6500 membres sur le marché, sur le Discord, qui viennent de nous rejoindre. À l'intérieur, vous y trouverez une documentation d'une stratégie qu'on utilise chez les rois qui s'appelle la stratégie des 4 rois que j'ai écrite et que je vous offre gratuitement pour que vous aussi, vous puissiez trouver et adapter votre propre style d'investissement. C'est une dizaine de pages, c'est fait pour ça. Côté Bitcoin, très intéressant. Je vous ai tracé 2 petites trendlines pour essayer de retrouver ce qu'on doit chercher derrière ces trendlines et des breaks de trendline, et également une, entre guillemets, résistance ou une ligne de tendance ou un point pivot, vous pouvez l'appeler un petit peu comme vous voulez, au niveau des 39 300 $, c'est la target qu'on avait énumérée dans la vidéo d'hier matin. Est-ce qu'on va venir ou pas la charger pendant cet événement trimestriel des 4 sorcières? On va en parler bien évidemment dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on doit chercher derrière une trendline? C'est extrêmement simple, une structure. Et j'ai tendance à rappeler, on va faire beaucoup de psychologie dans cette vidéo, ce sera peut-être un petit peu longue mais je trouve ça intéressant. Je tends à m'accorder avec plusieurs de mes confrères influenceurs qui disent on n'a pas eu encore ce pic entre guillemets de volatilité, de capitulation, qui ferait vraiment extrêmement mal. Je m'accorde pas forcément en fait dans cette direction-là. Je pense qu'on a déjà eu en fait cette target entre guillemets de capitulation. En fait, c'était lorsqu'on est venu chercher les 33 000 $. Je pense que là, le sentiment de marché était repassé. Rappelez-vous, si vous venez de me rejoindre, pour ceux qui étaient là déjà avant, on avait en fait vu que le finger and grid était passé dans l'extrême peur. Mais une extrême peur assez impressionnante. On pensait vraiment que ça allait casser les précédents lots et qu'on allait faire en fait un flash draw. On commençait à parler un petit peu du conflit irakien, pas du tout, ukrainien, Russie, quelques tensions géopolitiques, la remontée des taux courant mois de mars, c'est fait. Est-ce qu'il y a une forte volatilité sur les marchés? Pas plus que ça, ça a même plutôt été bien pris par les marchés, donc très psychologique en réalité. Mais qu'est-ce qu'on attendra derrière une trendline, quelle qu'elle soit et quelle que soit la trendline que vous voulez tirer ou que vous voulez appréhender? Une structure, ni plus ni moins. Et cette structure, on aurait très bien pu l'avoir juste ici, lorsque de tous précédents mouvements, on était revenu chercher 1,0618, donc en fait une zone de rechargement d'achat long terme, qui avait fortement été rachetée. Le sentiment ici, c'était ok, le bottom est probablement ici, on va repartir très fort, continuation et suivi de tendance, on est d'accord? C'est ça en fait l'idée, la psychologie. C'est qu'on va chercher en fait des zones de prix théoriques, ou des zones de prix théoriques pour pouvoir anticiper et encadrer rationnellement des investissements, ou des trades, tout simplement. Donc il y a eu un premier trade qui avait été pris par beaucoup de traders, suiveurs de tendance, premier arrêt. Ici, regardez comment le cours, il part. Néanmoins, on ne structure rien à la trendline. Et on vient en fait à casser et à venir beaucoup plus bas. Ici, en réalité, pour moi, la capitulation a été donnée. Ça n'a pas suffi, des gens étaient encore un petit peu trop bullish et on a essayé de structurer des choses. Phase de réaccumulation, le range. On break cette trendline et je suis bien en daily, je ne suis pas en weekly, je suis en daily. On break la trendline et derrière, on va jusqu'en bas et on longe cette trendline, pullback,
pour pourquoi pas derrière structurer un magnifique W weekly derrière cette trendline. Et est-ce que c'est ce qu'on a fait? Non, on ne l'a pas fait. On a fait un nouveau plus bas. Pourquoi? Longer cette trendline. Et tant qu'on n'a pas de structure sèche derrière cette trendline, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de venir la longer, cette trendline. Ok? À quel moment on a une structure derrière cette trendline? Juste ici. Ici, on a bien structuré derrière la trendline, malgré qu'on l'ait longé, qu'on est revenu chercher des lots sans pour autant les travailler ou les casser. On les a plutôt travaillés. On a fait une structure ici d'un W en daily. Donc je suis bien en time frame daily. On cherche donc derrière cette trendline des W en daily. Ici, on a bien eu un W en daily. Même si c'était parti sur un V-bottom, comme je vous l'avais expliqué pour ceux qui me suivent depuis quelques temps maintenant, ici, on avait un plein W en daily. Et on repousse. Derrière, qu'est-ce qu'on reconstruit? Tant qu'on ne vient pas le casser premier arrêt, qui est généralement des zones, entre guillemets, théoriques de sommet de range, bien les 3-8-2, juste ici, on n'y est pas du tout allé, on s'en est fortement rapproché, on vient chercher plus bas. Mais sans qu'on remette en cause, entre guillemets, la dynamique qui était en train de se former par rapport à ce W daily. On reconstruit derrière ce M top, juste ici, en daily, un W daily derrière. Et actuellement, on se dit, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est en train de structurer? Qui a la main en fait sur ce marché? Est-ce que ce sont plutôt les vendeurs ou est-ce que ce sont plutôt les acheteurs? Les acheteurs structurent des W daily, des vendeurs structurent des M-top en daily, en weekly, en mensuel, en trimestriel, etc. D'ailleurs, je vous donnerai en fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse, la target de fin de mois qu'on devrait atteindre au niveau du Bitcoin. Je le mettrai même peut-être sur la vignette, on fera un petit peu réagir les viewers, ça peut être intéressant. Mais voilà, une target totalement réaliste de fin de mois, à partir du 31 mars, ou 30 mars, non, 31 mars, je sais plus, janvier, février, mars, mais 31 mars, exactement, on en reparlera en fin de vidéo. Donc derrière, je cherchais un W daily, on a bien eu juste ici, un W daily, ce V-bottom a bien été retesté juste ici, mais actuellement, ce sont les acheteurs qui ont la main, ce ne sont pas les vendeurs. Les vendeurs n'arrivent plus à structurer des M-top en daily. Donc ce sont bien les acheteurs actuellement qui ont la main. Mais qu'est-ce qu'on attendra derrière cette trendline, cette nouvelle trendline? Un W en daily, comme ceci. Là, ce serait intéressant. Et j'avais une petite target que je voulais montrer avant la clôture. Je préfère l'avoir pendant la semaine plutôt que le week-end parce que les market makers et les professionnels sont entre guillemets en week-end. Donc les volatilités du week-end sont souvent annulées le lundi à l'ouverture de Wall Street. Mais j'aimerais bien voir dans la journée là, qu'on vienne chercher juste les 39 300, éventuellement qu'on repousse un petit peu ici pour structurer un petit W daily derrière cette trendline. Et les acheteurs auront toujours entre guillemets, la force du mouvement, ou la direction du mouvement. Ici, qui en fait tend à me faire penser que c'est haussier. Pourquoi? Parce qu'on est sous le coude, en fait, de W, en daily, et non pas de M top en daily. Absolument pas. C'est bien du W. Alors comment on confirme un W? Donc il y a plusieurs écoles, je vous montre la mienne, mais si en fait on a d'autres, et peut-être que d'autres sur le Discord ont d'autres règles par rapport à leur W. Moi c'est extrêmement simple, il faut en fait que la jambe précédente soit plus basse que la jambe suivante. Ok, ici j'ai une jambe de mon premier W, j'ai ma ligne de coup juste ici, et ma deuxième jambe qui doit être systématiquement supérieure à la précédente. Ok, et on va rentrer dans le détail, parce que ça vous devez le savoir pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais quelle est la psychologie derrière ces W en réalité, qui peuvent parfois biaiser et créer des biais psychologiques, il faut faire très attention à ça. Ce que je ne valide pas, donc ici W non validé, c'est quand en fait on vient chercher plus bas que la zone précédente. Ici, ici, ici. Pour moi je ne valide pas ces W. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas haussier. Vous comprenez? Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pareil, vous mettez tout à l'envers et c'est la même chose pour les M-top, tout simplement. Une règle très importante néanmoins, et je vais revenir sur ce qu'on avait fait comme travail il y a quelques semaines de cela. Est-ce que en fait ce W que vous voyez, mais on ne le voit pas très très bien le W, mais ici en fait vous avez un W ici en daily, mais qui n'a pas été confirmé parce que pour moi c'est un V-bottom. Pourquoi pour moi c'était un V-bottom? Je vous réexplique, j'efface pas tout, je vais le garder quand même, et je vais le zoomer très fort. Donc on se trouvait sur cette mèche là au 24 janvier 2022. Je veux au minimum que ma deuxième jambe revienne chercher les 0,618. Au minimum, ici, les 0,618. Et en fait, je m'aperçois qu'elle n'était jamais revenue chercher mes 0,618. Dès lors, ce V-bottom est mené en daily ou en weekly, qui plus est mené à être retesté. Ok. Alors dès lors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on tire, et puis on suit, on avait fait ce travail-là sur Solana hier, je ne sais pas si vous vous en souvenez. On va jusqu'au, voilà, hop, précédent top de marché haut de range,
même si on ne le savait pas à ce moment-là, mais haut de range, est-ce qu'on est venu ou pas chercher ces 0,618 ? Effectivement que oui. On est bien venu chercher et travailler sur 2,0618. On a fait même une petite mèche, sans remettre entre guillemets en cause la dynamique de fond, avec ces W daily, dans un W daily, dans un nouveau W daily. On dit que ici c'est quoi ? C'est un V-bottom. On peut imaginer que c'est un V-bottom totalement. Mais ça reste aussi un retest d'un précédent V-bottom qui pourrait transformer en W weekly. On avait fait un gros travail là-dessus psychologique et d'analyse chartiste par rapport à la validité en fait de ces V-bottom. Les V-bottom sont retestés une fois mais ne deviennent pas eux-mêmes des V-bottom, etc. Si on avait cassé ici, qu'on avait résolu par le hausse range et clôturé en weekly au-dessus des 46 000 $, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle maintenant. On range, c'est difficile pour les émotions, mais ceci n'était pas un V-bottom. Ceci était le retest d'un V-bottom précédent qui transforme sur un W en weekly. La time frame supérieure sera toujours la plus importante. Toujours. Ce qu'on voit en weekly, c'est plus important de ce qu'on voit en daily. Et ce qu'on voit en daily, c'est beaucoup plus important que ce qu'on voit en 6 heures ou en 4 heures. Et ce qu'on voit en 4 heures, 6 heures est plus important de ce qu'on voit en 1 heure, etc., etc. Jusqu'à la plus petite time frame que vous pouvez utiliser si vous faites du scalping, notamment. Donc ça, c'était super important. Quelle est la psychologie derrière ces structures ? En fait, elle est extrêmement simple. Vous avez des baleines qui se battent contre des baleines. Donc ici, des baleines ont racheté extrêmement massivement cette toute petite mèche ici au 32 854 $ ou 32 855 $. Ok, donc ici il y a des ordres qui ont été exécutés et pas des petits ordres. Non, c'est forme de capitulation où il y a une énorme bougie, on n'achète pas un couteau qui tombe, vous connaissez l'adage. Bon, les seules personnes qui achètent des couteaux qui tombent, c'est des mastodontes qui achètent ça. Ok, donc partez du principe qu'il y a eu des mastodontes, et ça on peut aller voir sur ExoChart, etc. On l'avait regardé ensemble à ce moment-là, où il y avait énormément d'acheteurs qui avaient acheté sur le spot ici, qui ont acheté sur le spot ici, et qui ont acheté sur le spot ici. Super. Mais également sur des dérivés. Et il y avait énormément de vendeurs sur les dérivés qui s'étaient fait prendre leur propre piège. L'objectif pour ces vendeurs, qui ont shorté dans une mèche et qui ont eu tout de suite la tête sous l'eau, c'est de sortir à break-even un minimum. Et ce que font les grosses baleines derrière, j'efface tout, mais comme ça on le comprend bien. Ici, il y a beaucoup de vendeurs qui sont piégés. Et bien ces vendeurs-là vont essayer en fait de sortir à break-even ou de se sauver. Ok ? De se sauver la vie, entre guillemets, ou de se sauver la position. Mais il y a des grosses baleines qui ont acheté ici. Le fait qu'on ne revienne pas en dessous, en fait, cette petite ligne-là, nous dit que les acheteurs sont beaucoup plus forts que les vendeurs. Parce que les vendeurs qui ont essayé de sauver leur position en appuyant très fort sur un rang de range potentiel, c'est de sortir en fait leur position pour ceux qui étaient encore ici. Donc les acheteurs sont extrêmement forts lorsque la jambe suivante est plus haute que la précédente. Mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas faire ça. Ce petit truc-là, venir chercher une poche de liquidité complètement logique et de repartir très fort. C'est ce qu'on avait vu sur Solana dans la vidéo d'hier pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais l'information qui nous est donnée ici, si on venait à chercher ces toutes petites poches de liquidité, c'est que les acheteurs sont moins forts que les vendeurs. Même si les vendeurs sont potentiellement des acheteurs futurs, évidemment, et que les acheteurs futurs sont potentiellement des vendeurs futurs, ce qu'on veut savoir, c'est qui a vraiment la force et la mécanique de ce mouvement. Si on vient en fait à ne pas chercher ces petites poches de liquidité et de retourner le marché, c'est complètement dans les mains des acheteurs. Et les vendeurs sont sous l'eau. Ils n'ont pas réussi à sortir de ce marché. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. Vous comprenez un petit peu la mécanique ? C'est comme un bras de fer, si vous voulez. Le bras de fer ici, en fait, il y a les acheteurs. On tire un trait, bras de fer. Ici, les acheteurs ont gagné. Mais si on vient ici, les vendeurs, ils disent « Je t'ai eu, je suis sorti à break-even. J'ai réussi à sortir, je t'ai pris ta liquidité, j'ai fait un changement de main, et derrière, je peux retourner le marché éventuellement. » Ou continuation baissière, parce que l'information est donnée que les vendeurs ont gagné le bras de fer. Avec une toute petite mèche. Mais ça ne marche pas à tous les coups. On n'est pas des market makers, on n'est pas des baleines, on n'est pas des Moby Dick. C'est encore une fois des baleines qui se battent contre des baleines et qui vont en fait se poser des questions à travers un graphique. Et un jeu de force, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'apprécie très particulièrement, moi, ce type de choses, par exemple. Je vous repasse en weekly parce que c'est extrêmement puissant. Lorsqu'on vient structurer, juste là, sur les contrats futurs ou sur le spot, bien évidemment, mais je préfère sur le spot, que ici, on structure un énorme W weekly sans venir, et je vous le zoome très fort,
juste là. On ne vient pas chercher une poche de liquidité, mais complètement logique. Elle n'est pas grosse, cette poche de liquidité. Mais c'est évident qu'il y ait des stops qui sont plus ou moins de grosses baleines ou de petits portefeuilles, hein, mais qui sont placés juste en dessous des 29 247 $. On n'est pas venu les chercher. Mais à 10 $ près, on n'est pas venu les chercher. En somme, partez du principe que vous êtes en train de faire un bras de fer contre des vendeurs, que vous avez la main quasiment qui va toucher, en fait, le beeper, et que vous le retournez avec force. Voilà. Et là, vous clôturez, votre W weekly. Intéressant, hein? Elle est là, en fait, la psychologie. Si on ne vient pas chercher des lots et des poches évidentes, c'est que le marché, entre guillemets le marché, avec un grand M majuscule, vous conviendrez, n'a pas trouvé opportun d'aller chercher ces poches de liquidité parce que ça coûtait beaucoup trop cher d'aller les chercher. Retour à l'envoyeur. Boum. Et ça part très fort en nouvelle ATH, etc. La structure est donnée. Les acheteurs ont gagné. Ce n'est pas une science exacte, ça ne veut pas dire absolument que si on fait une structure en W weekly, ça part nécessairement au nord, ça ne veut pas du tout dire ça. On peut se faire avoir, et sur plein d'actions, on l'avait vu sur Alibaba notamment, avec des structures en W weekly qui se sont fait ratatiner derrière, d'accord ? Parce qu'en réalité, c'est un bras de fer constant, et c'est une rencontre entre l'offre et la demande constante. L'idée en fait de ces structures en W weekly ou daily que moi j'utilise, c'est plus pour avoir en fait un sentiment de marché et d'être dans le sens du moment d'un maximum de personnes. Intéressant, sans pour autant en fait tomber dans j'ai raison et ils ont tort. On n'a jamais de certitude. Je suis vendeur, acheteur dans mes zones de rechargement. Mais dans une zone de rechargement d'achat, je suis acheteur. Je ne peux pas être baissier, je ne peux pas être vendeur. Je peux attendre des structures, attendre des confirmations momentum, utiliser des indicateurs techniques, etc. Mais c'est clairement là en fait que moi j'essaye de rationaliser et de structurer ma pensée autour de la psychologie d'une structure en M ou en W weekly ou en W daily. Plus la time frame sera haute et plus les structures seront puissantes. Ok, voilà pour ça. On se fait un tout petit traverse par rapport à ce qu'on vient de dire. OGN par exemple. OGN, on en a parlé aujourd'hui dans le Discord. Juste ici. Ok, est-ce qu'on a une structure ou pas ? Oui, on a la structure. On a complètement la structure, donc j'ai fait des petites annotations, on l'a partagé dans le Discord. Il faut que je vous parle du S&P 500 aussi, bien évidemment. Est-ce que ici j'ai une structure en W weekly ? Oui, j'ai une structure en W weekly. Mais elle est difficile à regarder. En fait, nous, on va plutôt avoir les yeux comme ceci. Donc vous vous dites, la jambe précédente est plus bas et plus haute que la jambe suivante. Donc ce n'est pas un W weekly. Je passe en weekly, vous verrez mieux. Eh bien si. Et comme je vous le dis dans beaucoup en fait de petites vidéos, pour le coup, il ne faut pas qu'il soit très gros en fait notre W weekly. Or, il y en a bien ici. Il est juste ici. Ici, vous avez une première jambe, juste là. Ensuite, vous avez votre ligne de coup, juste ici. Une deuxième jambe, juste là. Et vous avez la clôture. Donc on a bien clôturé un W weekly sur OGN. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Ça part. C'est pas une science exacte, d'accord ? Mais le truc, il prend 72, 180%, voilà, 80%, 72%. Laissons-lui faire le petit chemin. On n'est pas sur un V-bottom ici, on a bien un W weekly. À quel moment on aurait dit, non, ça c'est pas un W weekly, c'est un V-bottom. Je le zoome très fort, j'ai enlevé le VPVA, ça sert strictement à rien, les volumes actuellement. Mais si en fait cette toute petite mèche aurait fait ceci, qui serait passé mais à quelques millimètres près, ça veut pas dire que ça ne serait pas parti en fait en l'air, ça voudrait juste dire que le vendeur a dit tiens, j'ai gagné. Je t'ai pris ton stop et moi j'ai repris derrière. Donc le vendeur a peut-être utilisé les profits de son short, de sa vente à découvert pour récupérer un long, pour taper en fait les acheteurs qui étaient déjà positionnés ici. Vous comprenez un petit peu la mécanique des gros qui se battent contre des gros ? Là, on voit que les acheteurs ont gagné, puisqu'on n'est pas venu chercher en fait une poche évidente. Et des trucs comme ça, il y en a partout, hein. Ok, ici voilà, voilà, je t'ai eu. Basta. Là, je t'ai pas eu là. On retourne le marché. Vous comprenez ? Même exercice sur AAV. On va regarder ça ensemble. On va pas faire toutes les cryptos, hein, vous y conviendrez. Est-ce que actuellement j'ai oui ou non une structure en W weekly validée ? Ou est-ce que j'ai tout simplement une structure en W weekly ? Non, je n'ai pas de structure en W weekly. Alors que vous voyez exactement la même chose. Regardez, hein. Je vous remets la toute petite mèche ici. Tac. Derrière, vous allez chercher une première jambe. Ligne de coup.
Deuxième jambe. Qu'est-ce qu'on attend? Une clôture au-dessus de cette ligne de coup. Donc on attendra la clôture de cette bougie. Juste avant, on avait bien la clôture de cette bougie. Revenez en arrière, vous la verrez. Donc je reviens juste ici. Si on vient à clôturer la semaine, donc vendredi, je dis pas du tout, on est sur les cryptos, dimanche à 1h du matin, au-dessus des 151 $, on prend pas les 97, hein, au-dessus des 151 $, vous avez une structure en W Weekly confirmée. Sur AAV. Intéressant, dans une zone éco. Et ce n'est pas un V-bottom, c'est bien un W Weekly. Et ne nous détrompons pas, ou ne nous gommons-nous tout de suite un billet psychologique. En fait, cette énorme structure en M-top, dans des M, tant qu'elles ne sont pas confirmées dans la time frame supérieure, je prendrai ici du 14 jours ou du mensuel, bah ce tout petit W Weekly retourne absolument tout ça. Donc on peut quand même faire l'exercice ensemble. On va toujours regarder la time frame supérieure. Est-ce qu'on a éventuellement en mensuel des M-top en mensuel? Ouais, on l'a, mars. Ça aurait pu me faire mentir. Donc c'est possible en fait que ce soit un fake out, hein, bien évidemment. Prenez vite vos profits. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. On a bien un M-top en mensuel. C'est pas très bullish l'histoire, mais ça aurait pu me faire mentir pour le coup. On va chercher en fait un bottom de marché et un top, juste ici. Tac. Est-ce que si je prends une position sur ce break à 151 $, en dessous de mon premier, est-ce que j'ai mes 110%? Très intéressant. J'ai bien, en fait, si je prends mon break à 150, là j'ai mis 152, mais on avait vu 150. Si je prends une position ici, qu'on clôture bien mon W, je le prends éventuellement sur un petit bullback, vous savez, qu'on cherche nous chez les rois du red pick, et que derrière on prend un take profit en dessous du premier arrêt, parce que l'objectif d'un W Weekly, c'est au minimum d'aller chercher le premier arrêt pour tester la dynamique, et la dynamique très long terme est baissière actuellement sur AAV, on est d'accord, mais vous avez quand même protégé votre position. 121, parce que nous on prend à 110%. Donc actuellement, si on suit la stratégie des 4 rois, AAV, c'est un très bon candidat. AAV est un très bon candidat. Mais derrière, ça peut très bien faire ça, travailler sur le premier arrêt, et faire un nouveau plus bas. Au même titre que ça peut faire ça, travailler au-dessus du premier arrêt, et d'aller chercher une zone de rechargement de vente long terme, voire un nouveau plus haut. Mais ça, on ne le sait pas en fait, ce qui va se passer. Alors, comment on fait? C'est très simple. On prend un petit take profit ici, à 110%, royal, pour le coup, et derrière, on s'en fiche de ce que ça fait. Si ça peut partir comme ça peut partir comme ça, même si ce truc part à 1 centime de dollar, vous avez gagné de l'argent, puisque vous avez pris vos 110%, 100% de votre position, plus 10% pour les frais. Ok? Voilà pour ça. Je mettrai peut-être une bille dans AV, même si, bon, c'est un peu décrié. Peu importe le fondamental, la technique, éventuellement, viendra tester le premier arrêt, nous donnera très probablement nos 110%. Voilà pour ça. Je voulais pas oublier le S&P 500, très important. Je l'avais noté. S&P 500, j'avais mis dans le Discord. C'est pour ça que c'est intéressant de venir sur le Discord. Je vous avais fait une toute petite vidéo très rapide. Je sais plus c'était où. C'était ce matin, je crois. Je vais remonter assez fort. Bon, bref. Je vous avais fait une toute petite vidéo pour dire bonjour à tous. Attention, puisqu'il y a peut-être ça qui va se passer sur le S&P 500. Soyez très vigilants. Bon. On vient de voir les structures de W Weekly. On est en train de voir exactement la même chose sur le S&P 500. Ici, j'ai bien ma première jambe. Ma ligne de coup. Ma deuxième jambe, on vient pas en fait éclater cette toute petite mèche ici, ok? Et derrière, on structure quoi? Un espèce de W. Si on vient donc à clôturer, donc je ne sais pas, je tourne la vidéo en début d'après-midi, mais si on venait à clôturer très exactement au-dessus des 4416 points, on aurait bien structuré sur le S&P 500 un W Weekly. Ok? Il est ici. W Weekly si on vient à clôturer au-dessus des 4416 points. En somme, cet énorme M-top en weekly se ferait annuler par ce tout petit W en weekly. Objectif, aller chercher, donc casser le premier arrêt. Je vous le montre en 1000, mais ça, si on clôture au-dessus, c'est ce qu'on clôture au-dessus du premier arrêt. Hein. Je ne vous l'avais pas montré dans la vidéo tout à l'heure, mais c'était un peu ça. Hein. Premier arrêt juste ici, on clôture au-dessus. Plus probable, c'est d'aller faire un tour en zone de rechargement. Évidemment que les vendeurs vont se montrer fortement ici, justement pour avoir suffisamment de jus par rapport à une psychologie baissière. C'est pas normal, il y a les guerres en Ukraine, c'est pas logique, c'est les conflits, l'augmentation des taux. Le S&P 500 ne peut pas aller plus haut, on short, nouveau plus haut. Psychologie inversée. Toujours. Ok ? Donc ça, c'était super important. Faites juste un tout petit tour sur Order Book Order Flow. On avait partagé très régulièrement. On partage très régulièrement les clusters de liquidation sur le Discord des rois du marché. Donc on a un combat très intéressant entre des vendeurs et des acheteurs, un peu moins que ce matin. Là on est à 2500 Bitcoin, donc la direction on ne la connaît pas vraiment, pour être tout à fait honnête. On ne sait pas si on va venir chercher les 39 300 $ sur Bitcoin.
Mais c'est très drôle quand on parle comme ça, parce qu'on est plutôt moyen long terme sur les rois du Bitcoin, et on dit, ouais, une petite target de 39 300. Mais je sais, en fait, quand on est dans un range, la psychologie joue beaucoup, en fait, et nos émotions jouent beaucoup. Parce qu'on a tendance, et vous le verrez dans la vidéo de demain, je pense qu'elle sera super intéressante, cette vidéo de dimanche, j'espère en tout cas, vous me le direz dans les commentaires, que plus, en fait, on range, plus on n'a pas de direction, plus on écrase la volatilité, et plus on a tendance d'aller dans des toutes petites time frames. Mais en fait, on s'en fiche des petites time frames, pour être tout à fait honnête. Et je finirai la vidéo là-dessus pour vous dire à quel point on s'en fiche des petites time frames, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, joli combat quand même à court terme, puisque c'est toujours intéressant de mettre des petits time frames en 1 heure, en 4 heures en daily. Mais joli combat actuellement. Est-ce qu'on ira chercher ses poches à 27 000 $? C'est pas une certitude absolue. Et j'avais bien aimé aussi pour, en fait, lancer sur le Discord un nouveau biais psychologique par rapport à Ethereum. Donc ici, vous avez en fait Binance sur FTX. On voit exactement la même chose. Donc, pas du tout. Bitcoin, pardon, sur FTX. Bitcoin sur Binance. D'accord. Et juste au-dessus, c'est Ethereum sur Binance. Oh, mais on n'a pas le même cluster, vous voyez. Ici, on a beaucoup de shorts. Mais ici, on n'a pas de shorts. Intéressant. Est-ce que le marché irait plutôt en fait flush vers chercher des acheteurs agressifs? Pas beaucoup, hein. Des petits pics ici. Parce que c'est peut-être plus rentable d'aller chercher tout le marché et de sortir en fait beaucoup de dérivés qu'il peut y avoir sur Solana, sur EGLD, sur qui vous voulez, hein. Il y en a partout des dérivés en fait, hein. Nous on regarde que Bitcoin, on ne faut qu'une Bitcoin parce que c'est 44% de dominance. Mais techniquement, si le marché pense que c'est plus intéressant de faire flush le Bitcoin pour sortir l'intégralité des dérivés, entre guillemets, sur tous les autres actifs financiers plus ou moins capitalisés, les market makers ne vont pas s'embêter, hein. Ils écrasent le Bitcoin, comme beaucoup de cryptos sont corrélés au Bitcoin, et sont en fait contre Bitcoin, il y a beaucoup de stops qui vont être liquidés, et derrière vous voulez nettoyer le marché, vous appuyez que sur Bitcoin, ça nettoie tout le marché. Vous comprenez? Donc je gomme en fait, ou je crée des billets psychologiques pour dire, effectivement, j'avais posté ça, on était vers les 41 000 $, on a perdu 500 $, on est toujours entre guillemets en train de latéraliser, mais ça peut être aussi, oui effectivement, peut-être que si sur tous les autres crypto-actifs, c'est plutôt des acheteurs qui se sont mis un petit peu parce qu'on commence à avoir des structures, hein, donc on ne sait pas si on doit appuyer ou pas appuyer, effectivement ça fait travailler les émotions, et puis on est plutôt à l'achat, entre guillemets, sur les marchés, sur les dérivés, sur les perpétuels et sur les contrats futurs, au niveau de nos crypto-actifs préférés. Ok ? Voilà. Donc c'est plutôt un sentiment de marché. Donc c'est pas parce qu'on voit beaucoup de shorters ici qu'on va d'abord aller chercher les shorters pour après chercher les acheteurs. Je serais très content, pour être tout à fait honnête, qu'on aille d'abord chercher les acheteurs, parce que ça voudrait dire que le boomerang reviendrait aussi vite dans la tranche des vendeurs. Pour pourquoi pas nous structurer des choses et d'aller résoudre enfin ce range au nord, comme je le pense depuis des mois, bien évidemment, ou des semaines. Donc ça c'était très important. On se fait un tout petit parallèle par rapport aux options, et je finirai par rapport à cette grosse target que je voulais absolument vous montrer aujourd'hui. Donc la journée des 3 ou des 4 sorcières, en fait c'est les clôtures des perpétuels, des options, des actions, contrats à terme, et sur les indices et sur les actions. Les 3 sorcières, c'est tout sauf sur les actions, tout simplement. D'accord ? Donc vous avez en fait le petit site ici, ABCD Bourse, hein, vous les avez tous, toutes les journées des 3 et 4 sorcières. En réalité, c'est ce qui... On en a parlé au début de la vidéo, mais c'est ce qui va engendrer un maximum de volume à un instant T sur une journée T. C'est généralement les plus gros taux d'échange qu'il y a sur les marchés financiers par rapport à ces journées-là. Donc le 18 mars, c'était hier, 18 juin, 16 septembre et 16 décembre 2022 pour les 4 sorcières les prochaines. Donc ce sont des plus... Logiquement, il est dit, et il est logique que ce soit en fait les plus grosses journées volumiques par rapport au marché financier, et ça ne prédit absolument pas une direction de prix ou quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs très rare que pendant ces journées, on ait des breaks en réalité ou des tendances qui se forment réellement. Mais je peux me tromper, parce que pour le coup, peut-être qu'on va clôturer ce soir un W weekly sur le S&P 500. C'est pas une certitude absolue, donc je les prends moins en considération. Mais vous avez énormément de vidéos à ce sujet-là sur YouTube, je vous inviterai, si ça vous intéresse, d'y aller directement. Ça crée un peu plus de volatilité et un peu plus de volume sur les marchés financiers. Ce qui n'est pas d'anodin, hein, soit dit en passant. Mais j'y prends que très peu d'intention, dû à mon expérience. C'est pas quelque chose qui me fait en fait agir. C'est ça le plus important. J'y porte peu d'attention parce que c'est pas du tout une situation qui me fait agir ou prendre une position à la baisse, enfin à la vente ou à l'achat sur les marchés financiers. Mais nous, on a un super aussi indicateur, c'est sur nos options par rapport au Bitcoin. On voit en fait qu'il y a le plus gros total d'open interest actuellement, 70 000 Bitcoins qui sont leveragés, c'est pour le 25 mars, toujours, hein, et c'est les plus gros. Donc généralement, c'est les fins trimestrielles, donc mars, après vous avez juin, après vous avez septembre, fin septembre, et après vous avez fin décembre, évidemment. Donc
c'était d'ailleurs très intéressant de voir qu'il y avait des gens qui avaient quand même misé plus de 1000 bitcoins sur un bitcoin en open interest à 400 000 $. Il y avait des courageux, au même titre qu'il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait tomber à 15 000 $, bien évidemment. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Max Pain Price, 42 000 $. Strike Price, c'est plutôt à la main des acheteurs, 50 000 $. Je pense, très franchement, que jusqu'au 25 mars, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Mais je tends à penser qu'on sera proche, voire un petit peu au-dessus des 42 000 $. Ça, c'est une première chose. Donc déjà, premier point positif. Et on revient par rapport à cette fameuse clôture trimestrielle. Et je vous donne en fait une target de prix complètement réaliste. On y va tout de suite. Bitcoin, j'efface tout. On se met en trimestriel. C'est bientôt, c'est dans 10 jours, 11 jours. Regardez ce qui s'était passé en fait précédemment. Je vais vous tracer 3 choses. Celle-ci. Et je vais vous tracer celle-ci. Et je vais vous tracer ceci. Ceci. Exactement. Par rapport au précédent mouvement d'une précédente structure. Je tire mes fibos par rapport à des précédentes structures ou sur beaucoup d'altcoins, vous me connaissez, tous vos zéros, je le mets à 0. Mais là, c'était très intéressant par rapport à une précédente structure d'une première jambe, d'un W trimestriel. Si vous voulez un truc puissant, ça, c'est quelque chose de puissant. Hein, vous comprenez que plus la structure est belle, plus la structure, entre guillemets, est longue, plus le mouvement sera puissant. Ça n'a pas loupé sur Bitcoin, hein, pour le coup. Hein. Lorsqu'on a clôturé, qu'on prenne les mèches ou qu'on ne prenne pas les mèches. Certains prendront les mèches, d'autres ne prendront pas les mèches. Moi, je n'oublie personne, donc je prends les mèches. 13 000 $, target, 64 800 $. Intéressant, enfin même après ATH pour le coup, mais je ne prendrai pas ce premier retracement. Je prends la bougie là, qui est partie jusqu'à 66 000 $. C'est passé de 13 000 à 65 000 $ quasiment en une traite, quoi, avec très très peu de retracement. Il y en a eu, mais quand vous dézoomez, vous n'en voyez pas. Le gros retracement, il a été juste ici, sur cette énorme bougie rouge de réjection. Là, on a tous flippé. Là, j'avais beaucoup plus peur à ce moment-là que actuellement, pour le coup. Pourquoi ? Parce que c'est juste ça qui me dit qu'on a fait quelque chose et on a envoyé un message au monde entier. On a fait un nouvel ATH. Donc ici, en réalité, les vendeurs ont perdu. Vous comprenez ? Mais ça ne veut pas dire, comme on a vu au début de la vidéo, que même s'ils ont perdu les vendeurs, qu'on ne peut pas aller plus bas. Vous comprenez ? C'est qu'on a nettoyé le train pour liquider en fait un maximum d'acheteurs agressifs, on n'a fait gagner aucun vendeur. On remet entre guillemets, on rabat les cartes. Nouvelle partie de bras de fer. C'est ça en fait qu'il faut imaginer. Donc on attendra des structures à partir de maintenant. Ce que j'ai beaucoup aimé dans toutes ces structures-là, c'est 2 choses en trimestriel. La première, c'est que vous voyez qu'au 1er janvier 2018, lorsque la clôture trimestrielle suivante est passée en dessous de cette énorme bougie rouge, on a eu crack. On a craqué. Intéressant, hein ? Ça s'est exactement passé de la même manière lors de ce petit rebond technique, quand on était venu chercher les 13 700 $, la grosse bougie rouge, on a clôturé en dessous de la bougie rouge précédente, crack, Covid. Ici, notre bougie rouge, après un énorme bougie bleue, elle est où ? Elle est ici, sur les 35 000 $. Dès lors, pour moi, tant qu'on ne vient pas clôturer sur cette première alarme, le premier warning, en dessous des 35 000 $ en trimestriel, aucun problème. Pour moi, c'est totalement haussier, tant qu'on ne vient pas clôturer une bougie en dessous des 35 000 $. Pas parce que c'est technique, juste parce que c'est fractal. Parce que 2 fois d'affilée, voire 3 fois d'affilée, dès qu'on venait à clôturer en dessous, en fait, d'une forte réjection en trimestriel, on avait fait un crack. Ici, on n'y est pas encore. Donc il faudrait éventuellement avoir une bougie rouge, ou cette bougie rouge, hein, je dis pas le contraire. Hein. Si cette bougie rouge vient clôturer en dessous des 35 000 $, bah peut-être que ça va faire une deuxième mois en trimestriel, troisième trimestriel, et flash crash. Comme ce qui s'est passé ici, comme ce qui s'était passé ici. Vous êtes d'accord avec moi ? On continue. Ce que j'aime beaucoup voir, et je finirai la vidéo là-dessus, c'est ceci. Regardez ce premier arrêt, à quel point il est magnifique. On vient chercher des tops de marché, on est venu en fait clôturer cette grosse bougie de réjection, mais à quelques dollars près sur notre premier arrêt. Premier point positif. Deuxième bougie, on est clôturé au-dessus de notre premier arrêt. Ici, vous voyez, par rapport à toute cette réjection-là, on a clôturé au-dessus de notre premier arrêt. Tant qu'on ne clôture pas en dessous le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un nouveau plus haut. Dès lors, si le 31 mars ou le 1er avril, poisson d'avril, on vient à clôturer au-dessus des 44 000 $, j'arrondis, 44 000 $, après les expirations des plus grosses options, qui sont actuellement à 42 000 $, le max pain price est 42 000 $. Je répète au niveau de notre cognalise que nos spreads sont extrêmement pessimistes. Il y a beaucoup plus de vendeurs à découvert actuellement sur ce marché que d'acheteurs.
la mentalité est extrêmement pessimiste. Je ne dis pas qu'on ne va pas aller flush quelques personnes, peut-être avoir une bougie à 35 000, à 36 000, à 37 000, je ne dis pas du tout le contraire. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette clôture mensuelle. Si on vient à clôturer honnêtement au-dessus des 44 000 $, pour moi, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est nouveau sommet dans les prochaines semaines et prochains mois. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Refaites un petit peu ce travail-là, on se discute si j'ai pas été clair par rapport aux clôtures trimestrielles sur le Discord avec grand plaisir. Demain, vidéo très intéressante également psychologique sur quel est le meilleur moment pour investir dans les cryptoactifs. On reste toujours dans le thème pour le coup, on est dans des bonnes zones de contraction actuellement. Ça fait jouer nos émotions et je pense que c'est intéressant de l'aborder. Et on se retrouve lundi pour une vidéo d'actualité, lundi midi dans les rois du Bitcoin. Bon week-end à tous, ciao.